Je vous souhaite la bienvenue au Centre culturel de Liège, Centre culturel des Chirous. Mon nom est Anne-Françoise Le Suisse et je coordonne en fait l'espace d'exposition dans lequel vous vous trouvez. Je vais dire brièvement, très brièvement, quelques mots sur ce qu'est le centre culturel. Donc, nous sommes situés ici à Liège, un petit peu au cœur de la ville, et le centre regroupe toute une série de départements, c'est-à-dire qu'on a un département d'expo, on a aussi une salle de spectacle qui accueille des pièces de théâtre, parfois des projections, des conférences, voilà. Donc on est un centre un peu, comment dire, polyvalent. Pour vous parler plus spécifiquement ici de la salle d'expo, on organise plusieurs expositions annuelles. La plupart du temps autour de l'image sous toutes ses formes. Ça peut être l'illustration pour les enfants, ça peut être de la photo, de la vidéo, les arts numériques, et puis à l'occasion de moments particuliers, comme cette fois-ci pour la collaboration avec le FIG, aussi du graphisme. Donc en règle générale, les expositions qu'on monte sont toujours peu ou prou liées à des questions de société, pour le dire très très largement, ou alors comment dire, ce sont des expositions qui sont aussi peut-être dirigées vers des publics très particuliers. Donc on a eu la possibilité d'accueillir cette exposition As Not For grâce à Lorraine et grâce au FIG. On est extrêmement heureux de pouvoir la montrer à Liège, en Belgique et en Europe pour la première fois, puisque vous savez sans doute que c'est une exposition qui a été curatée aux États-Unis par Jérôme Harris, et qui donc voilà est présentée ici en Europe pour la première fois. Donc on est vraiment extrêmement heureux et fiers. Et puis voilà, très heureux aussi de collaborer avec le FIG autour de la question du graphisme contemporain. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vous explique juste pourquoi le micro. C'est parce qu'en fait, on enregistre cette discussion. Pourquoi on l'enregistre ? Parce que, en tout cas, dans le champ du graphisme, c'est une discussion qui est encore assez peu fréquente. Enfin, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui est encore assez peu documenté, traité. Et voilà, ça nous semblait du coup important de garder une trace de ça pour pouvoir construire à partir éventuellement de ça ou de l'avoir quelque part. Je suis Lorraine Furter. Je vais vous donner quelques éléments de contexte par rapport au festival et comment on en est venu à organiser cette expo. J'espère que vous entendez bien, que vous êtes bien assis, et on vous a préparé. Ah oui, je vais dire aussi un petit mot. On vous a préparé en fait une espèce d'interface de slide un peu particulière où on va pouvoir cliquer sur les images, les agrandir et puis vous en dire plus sur certains éléments de ce qui est en fait un site que vous pouvez retrouver en ligne si jamais enfin voilà, donc s'il y a une référence que vous n'avez pas bien notée ou vous inquiétez pas parce qu'en fait vous pourrez la retrouver encore par après. C'est un outil de documentation également. Juste un petit mot, donc les toilettes c'est par là-bas. J'aime bien toujours dire quelques trucs un peu pratiques. Donc n'hésitez pas à, voilà, si vous voulez voir une pièce pendant qu'on parle de certains sujets, n'hésitez pas à vous balader. Et si vous ne voyez pas bien sur l'écran, n'hésitez pas à vous rapprocher. On se sent un peu loin là de vous. Donc, je voulais dire quelques mots parce que c'est assez important de... je trouve que c'est toujours intéressant de contextualiser des choses qui sont présentées et comment elles ont été amenées à exister dans un certain contexte. Donc, moi, je suis co-organisatrice du festival de graphisme FIG, dans lequel s'inscrit cette exposition. J'ai rejoint le FIG à sa 2e édition et maintenant on en est à la 4e édition. Et pour dire quelques mots sur le festival et par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit une thématique qui a été traitée jusque-là dans le festival. Le festival FIG, on ne peut pas dire non plus que c'est un festival décolonial. Je crois que c'est important de le poser et en même temps de parler de... Alors,
je vais peut-être pas parler trop en nous. On est 5 personnes à organiser le festival. Je vais peut-être plutôt parler en je, même si mes collègues partagent bien sûr certaines envies et certaines urgences en fait. Pour moi, c'est une urgence que dans le graphisme, on parle plus de questions sociales, politiques et qu'on crée des connexions entre justement ce champ, cette pratique, le fait de donner des images, de créer des images, de créer des identités et des représentations. Ça me semble vraiment important et c'est quelque chose dont j'ai manqué quand j'étais étudiante. C'est la raison pour laquelle je co-organise ce festival et vu qu'on le fait à plusieurs mains, c'est un festival qui montre énormément de choses. J'ai eu la chance d'être à New York en septembre passé, donc 2019. Et j'aime toujours bien expliquer très concrètement, je suivais en fait Jérôme Harris sur Instagram parce qu'il y a des sujets qui sont encore très peu représentés dans des livres. Il y a des sujets en fait qui n'existent que sur des réseaux sociaux. Notamment son travail, j'ai eu accès par ce réseau social et par chance, j'ai vu que quand j'y étais, il y avait une exposition qui s'ouvrait pendant mon séjour là-bas et c'était celle-ci. C'était As Not For, ce travail qui met en avant des graphistes afro-américains dont les travaux, l'histoire est encore très très peu documentée dans le champ du graphisme. Et du coup, j'ai vu le type d'expo que c'était, je me suis dit, ça vraiment, ça serait possible de l'amener là où moi j'ai la possibilité d'organiser des choses. Ça me semblait un sujet très très important et une approche vraiment très intéressante qu'on va essayer de développer un peu ici. Et donc, j'ai proposé à mes collègues du FIG qu'on organise cette expo. On a contacté les Chirous et c'est comme ça que cette expo a été, amenée à voir le jour ici. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Et on pourra développer encore après sur la question du contexte et comment ça peut s'inscrire, etc. Je pense que, voilà, moi je suis tout à fait ouverte et aussi à avoir un regard critique sur comment on organise un festival parce que c'est une grosse responsabilité justement de choisir qu'est-ce qui va être montré, qu'est-ce qui va représenter le graphisme d'aujourd'hui et de demain. Mais voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus exhaustive à ce niveau-là, simplement de dire que je pense... Moi, je me positionne, vu qu'on est dans une expo qui s'appelle As Not For, pour moi, le as, c'est plutôt en position d'allié par rapport à ces questions en particulier. Et notamment, je suis très impliquée sur des questions féministes et c'est aussi des choses qu'on essaye de développer dans le festival. Jérôme devait être là avec nous aujourd'hui. Il devait donner une conférence demain soir au festival. Et venir de ce côté de l'océan. Malheureusement, la veille de prendre son avion, il a eu un gros virus et il n'a pas pu venir. C'était il y a quelques jours. Et donc, voilà, on est vraiment triste qu'il ne puisse pas être parmi nous aussi pour nous en dire plus, justement. Autour d'un projet comme celui-ci, il y a toujours plein d'histoires et c'est toujours très intéressant d'entrer dans les détails, justement, de comment l'expo est amenée à exister tout à coup ou à être développée. Donc, on va essayer de le faire, avec nos voix. Avec ce qu'on a compris et ce que Jérôme, malgré tout, nous a transmis en termes d'information. Peut-être je dis encore juste que l'idée, c'était surtout d'échanger et de créer des liens avec des actions et un contexte plus local. C'est pour cette raison
qu'avec les Chirous. Normalement, bon, on fait des expos, c'est du graphisme, c'est beau, et voilà. On organise aussi des conférences, on organise aussi parfois des tables rondes, mais là, je me disais que c'était une trop belle occasion pour justement faire des liens avec un contexte local, essayer de rendre les choses un peu plus actives. Et donc, grâce à Emmanuelle Nsouda, qui est ici présente de ce côté-là de la salle, elle m'a transmis le contact de Jean-Sylvain Chilumba Mukendi, qui est à côté de moi et que je suis très très heureuse, avec lequel on a eu plein de discussions autour de ce projet de discussion, avec Jérôme dans un premier temps, et puis sans Jérôme. Et du coup, merci beaucoup Jean-Sylvain d'être là. Sans toi, on ne l'aurait pas fait cette discussion. Et je vais te laisser te présenter après cette immense introduction. Merci pour cette introduction. Merci aussi à Emmanuel de nous avoir mis en relation ici avec Lorraine et le Festival FIG. C'est vrai que c'est un plaisir de faire partie de cette expo. Je me présente en quelques mots. Donc Jean-Sylvain Chilumba, historien de l'art de formation, mais chercheur également, écrivain. Et je m'intéresse à toutes ces questions, notamment tout ce qui est l'expérience black ou l'expérience noire à travers différentes formes d'expression artistique. J'ai un background un peu plus dans tout ce qui est les arts visuels, mais donc c'était intéressant aussi de voir cette exposition dans le champ du graphisme et de pouvoir essayer justement de tisser des liens avec le contexte local et des initiatives justement décoloniales ici en Belgique. Et qu'est-ce qu'on entend par décolonial ici en Belgique? On a un contexte ici qui est celui des États-Unis. Jérôme Harris aussi, qui parle d'expérience afro-américaine et qui a deux influences aussi. Je crois que c'est intéressant aussi de parler de ça pour démarrer. Ah oui, aussi ce qui est assez intéressant, c'est que février, c'est le Black History Month, quelque chose qui a été établi, je pense, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est chouette d'avoir ce genre de discussion et d'être amené justement à cette expérience afro-américaine, noire, africaine, black. Et ça, je pense que chacun a sa subjectivité et sa personnalité pour s'y retrouver. Donc voilà, ici on a une citation d'Alain Locke qui a écrit The New Negro et qui a pas mal inspiré justement Jérôme Harris dans son exposition. Je pense que c'est un ouvrage qui a été écrit dans les années 20. Et donc Alain Locke, je pense que pour commencer, on peut peut-être montrer une brève vidéo qui est un historien qui s'appelle Jeffrey Stewart, qui a écrit un livre sur le personnage d'Alain Locke et qui, en 1 minute 20, nous raconte un peu qui est Alain Locke. Well, Alain Locke was a philosopher. He was born in the 1880s, and he taught at Howard University. He was the first black person to get a PhD in philosophy from Harvard University. Comment ça marche? Ça va? Je la reprends au début. Well, Alain Locke was a philosopher. He was born in the 1880s, and he taught at Howard University. He was the first black person to get a PhD in philosophy from Harvard University. He was also the first African-American Rhodes Scholar to Oxford. But the most important thing is that he's often considered the godfather of the Harlem Renaissance, the black arts movement of the 1920s, with people like Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Claude McKay, really a bevy of artists and writers who emerged for the first time with the idea that you could write about the black experience creatively and be rewarded for it. And he was a self-organized cultural producer who created the opportunities for these artists. And he came up with this concept of the new Negro. It was already around, but he interpreted it as that of being the quintessential American artist who mined the black experience, folklore, the spirituals, and turned that into high art. So he was really a person who brought the interpretive context for black artists to be appreciated, really for the first time.
Voilà, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec l'anglais. On va essayer un petit peu de traduire l'essentiel. Et aussi, voilà, ici, c'est un format, c'est une discussion. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez interagir, il ne faut vraiment pas hésiter. Ce qu'on retient ici d'Alain Locke, c'est que on parle de lui comme le parrain du mouvement Harlem Renaissance. Mais plus que ça, dans l'extrait, ce que j'ai aimé, c'est aussi le fait qu'on parle de lui comme quelqu'un qui a posé le cadre pour que les artistes afro-américains, que leur expérience puisse être valorisée comme forme artistique finalement, que ça ne soit pas juste une forme de sous-culture qui parle d'une certaine manière, enfin qui est généralisée ou qui parle aux masses, mais qui doit être valorisée comme expression artistique en tant que telle. Et il a ouvert justement la voie pour cela, pour que les Afro-Américains, pour que l'expérience black soit exactement valorisée comme expérience artistique. Et je pense qu'on sent ça à travers l'exposition. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu d'ailleurs, parce qu'on va peut-être faire des références à l'expo, mais n'hésitez pas aussi à vous balader. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu introduire. On pensait peut-être que tout le monde l'avait vu, mais donc vous allez voir toutes ces affiches, toutes ces graphiques, infographies, pardon, ici en l'occurrence de W.E.B. Du Bois. Et alors c'est agencé, pour résumer peut-être rapidement, ici on a tout ce qui est partie est faite, donc affiches de soirées et autres. Ici on a un pan plus éducatif et engagé aussi, notamment ici avec une représentation du Black Panther Journal. Et puis alors de l'autre côté on a aussi pas mal sur la musicalité, sur la musique. Donc voilà. Et ça, donc c'est une influence qui est assez présente pour Jérôme. C'est vrai que ça aurait été bien aussi de l'avoir pour partager ça avec lui, mais on retient ça. Et je pense qu'on a aussi cette quote sur laquelle on peut un peu développer. For race expression does not need to be deliberate to be vital. Indeed, at its best, it never is. Et donc, voilà, je ne sais pas comment vous la comprenez, mais je pense que ce qu'il y a, c'est que l'expression de la race ou l'expression de la race n'est jamais quelque chose qui doit être délibéré ou sur le devant ou justifié, mais c'est quelque chose qui est juste, quoi. Et qui c'est intrinsèque, c'est quelque chose et il faut qu'on l'accepte comme tel. C'est pas quelque chose qui doit être clamé, crié ou autre, mais c'est quelque chose de vraiment purement intrinsèque, l'essence même. Voilà. Donc aussi, quand on parle de processus de création, d'initiatives décoloniales comme cette exposition, il y a pas mal de termes, de terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par décolonial? Qu'est-ce que ça signifie? On a bien l'idée dans le système donc, de Jérôme Harris, qui est un système afro-américain finalement de ségrégation, là où on a vraiment eu les Noirs et les Blancs d'un côté, et donc l'envie justement de secouer un peu ces structures oppressantes et de donner la voix justement à ceux qui étaient invisibilisés, qui n'avaient pas justement le droit au chapitre. Qu'est-ce que ça signifie dans un contexte belge? Et je pense qu'il y a pas mal de termes comme la notion de privilège, noir, blanc, l'afropolitanisme ou d'autres. Et on a un exemple qu'on voudrait vous faire tourner, qui a été repris d'un magazine qui s'appelle Recto Verso, qui est un trimestriel. Et ici, donc, on l'a en très grand comme en tête, décoloniseur. Donc, c'est en néerlandais. Malheureusement, ça n'a pas encore été traduit. Mais je voulais juste faire passer le lexique qui est à l'intérieur, qui est finalement une forme de lexique décolonial où on aborde pas mal de notions comme l'intersectionnalité, l'afrofuturisme. On parle de Sun Ra notamment. On a aussi une section sur Sun Ra là-bas qui fait référence à la mythologie, à la fantaisie. On a la double conscience. Ça, je pense que c'est quelque chose assez intéressant, surtout en Belgique, pour toute une génération de personnes, de gens qui ont une forme de double conscience par rapport à l'environnement
dans laquelle ils ont été habitués de vivre et leur bagage ethnique, leur histoire. La notion de safe space, qu'est-ce qu'un espace safe dans lequel on peut s'exprimer sans se sentir oppressé ou dans une structure qui n'est pas ni dominante, ni patriarcale, ni donc voilà, c'est tous des termes qui sont repris ici et qui seront intéressants de développer et de mettre en relation avec le champ de la création et du graphisme. Forcément, je pense que tout ce qui est question décoloniale, c'est des questions qui sont d'ordre socio-culturel, très politique aussi, mais ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est justement voir comment les pratiques artistiques et l'expression peuvent justement aussi se rencontrer, les croisements qu'il y a entre ces questions-là et les pratiques de création graphique ou autre. Bien sûr. Par rapport... Je parle beaucoup plus fort que toi. On discutait justement tout à l'heure par rapport au lexique. C'est super important ces questions de terminologie. Et tu disais, Jean-Sylvain, que pour toi, c'était quelque chose de très, qui était très ancré dans le champ de la sociologie, en fait, ou en tout cas, a priori, qu'on pourrait penser très fort dans ce champ-là. Et donc, en se demandant, tiens, comment on fait des liens entre ça et les questions de création. Et en fait, on en est venu à discuter du fait que c'est quelque chose qui, pour l'instant, est assez peu présent dans les cours artistiques, graphiques, etc. Mais qu'en fait, toutes ces notions, elles seraient en fait vraiment très intéressantes à explorer d'un point de vue ou avec une pratique créative. Par exemple, il y avait la question de safe space. Qu'est-ce que ça serait de penser une affiche, un livre, un espace d'exposition, en se disant, en ayant ce prisme comme ça, ou cette question du safe space, d'un espace dans lequel les personnes se sentent en sécurité. Il y a plein de manières de le traduire, c'est assez compliqué. Ça donne des enjeux, en fait, que moi je trouve vraiment très très intéressants à développer dans un champ créatif, au contraire de ce qu'on pourrait penser de manière générale ou quand on sort d'une école particulièrement. En effet, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette discussion-ci, à commencer par se poser la question en quoi est-ce que cette exposition-ci est décoloniale. Je pense qu'on peut commencer par l'intitulé même de l'expo, As, Not For, Dethroning Our Absolutes. Donc il y a, je pense, la notion de, on va commencer le As, Not For, c'est vraiment cette envie de parler en tant que noir et non plus pour les Noirs, et donc cette idée qu'on a toujours très reçue d'une communauté noire, de quelque chose de collectif pour lequel on parle de manière très collective, mais parler en tant que noir et de sa propre subjectivité, d'être capable de le rendre comme tel, tant que ça soit pour par ou à travers d'autres voies. Et ensuite, il y a la notion de Dethroning Our Absolutes, qui est celle de détrôner les canons. Et ça me semble déjà une très belle démarche dans l'exposition, donc ici de Jérôme Harris, qui est finalement de donner la voix et le chapitre au travail d'artistes afro-américains dans le champ du graphisme, dont le travail n'a peut-être pas été mis en valeur ou a été invisibilisé pour certaines raisons ou autres, ou qui n'est pas enseigné, qui n'est pas repris dans les canons. Et donc il y a vraiment cette volonté de mettre en lumière ce travail-là. Et je reprends aussi ici, vous verrez la phrase ici, je crois que je ne vais pas vous embêter de relire nécessairement ce qui est marqué, mais je pense que c'est vraiment avec cette conviction que cette exposition a été faite, le fait qu'il est temps aussi par rapport à ce qu'on sait dans le champ du graphisme, par rapport à l'histoire, être capable de questionner finalement ce qu'on nous apprend et de réécrire et de proposer des nouvelles histoires, des nouvelles narratives en fonction forcément de ses intérêts, de sa propre expérience, et d'être capable de faire fi de, comment je vais dire, toi-même, de changer aussi certaines
certaines représentations qu'on a ou l'idée qu'on a de certaines formes d'expression, de certaines communautés et leurs formes d'expression. Si déjà on pense comme tel, déjà je pense que c'est déjà cantonné finalement les choses. Donc ça c'est déjà finalement une démarche, je pense, dans l'exposition que de vouloir voilà, détrôner les codes. Après c'est vrai on en parlait énormément avec Lorraine. Moi je suis pas du champ du graphisme, donc je pense qu'aussi quand Jérôme parle de ça, il fait peut-être référence à une tradition dans le graphisme forcément en lien avec la modernité, quelque chose qui se veut très universel, très universaliste d'une certaine manière, et donc de certains codes peut-être très modèles, très rigoureux et autres, et peut-être essayer de voilà, de voir comment ces formes-là sont mises en question et peuvent être éventuellement comment je vais dire, voilà, ne pas être une référence absolue, mais peuvent voilà, être questionnées, qu'on peut amener d'autres histoires, d'autres narratives sur la table. Il y a aussi une autre image que je voulais peut-être montrer à ce moment-là. Elle est un peu plus simple. C'était un peu le point de départ de Jérôme et d'autres personnes pour le mettre de manière très très simple. C'est est-ce que vous, et même moi-même, pouvez nommer 5, en l'occurrence ici, designers de couleurs. Et en fait, je pense que même lui-même, à un certain moment, s'est rendu compte qu'il en connaissait finalement très peu, que c'était quelque chose qui était vraiment un manquement dans l'éducation finalement, puisqu'on commence, qu'on soit allé dans une école, donc éducation au sens large, des choses qui sont véhiculées justement par exemple dans des expos ou dans des livres, etc. Et donc c'est aussi on va nuancer un peu parce qu'il n'y a pas que cette question-là, ça doit être un peu plus profond comme réflexion, mais ça c'était un des points de départ, c'est vraiment de se dire des limites du fait que certains noms véhiculent et sont tout à fait présents dans les représentations au sens large et d'autres beaucoup moins. Cette phrase aussi, elle a été, on peut remettre peut-être la phrase en question, elle a été posée, je pense, dans le cadre d'une exposition sur laquelle on n'a pas trouvé beaucoup d'informations. On aurait aimé d'ailleurs avoir Jérôme là-dessus pour avoir un peu plus d'informations, mais il fait référence à une exposition qui a eu lieu qui était nommée, qui parlait de l'esthétique black et qui a eu lieu à l'Academy of Creative Thought au Michigan en 77. Très difficile de trouver des informations là-dessus quand on fait un petit peu de recherche soi-même. Mais donc apparemment cette question-là aurait été posée dans le cadre de cette expo-là. Et donc voilà, c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. En parlant des canons, pour revenir justement sur l'idée de s'affranchir finalement des canons, est-ce qu'il faut s'en affranchir ou du moins les questionner? On se disait que dans un contexte beaucoup plus éducatif, j'imagine qu'il y a pas mal d'élèves ici, d'étudiants et de professeurs éventuellement, donc c'est intéressant justement de poser cette question-là dans un contexte pédagogique. Comment est-ce qu'on reçoit le savoir, les connaissances qui sont celles du graphisme ou autres, celles de l'histoire de l'art par exemple que j'ai moi-même étudié, et comment est-ce qu'on remet ça en question, comment est-ce qu'on se dit voilà, ça fait peut-être partie d'un héritage moderne, colonial, on a certaines références qui sont là, est-ce que finalement ça fait partie de toute l'histoire, comment est-ce qu'on questionne tout ça, et on sent finalement qu'il y a des initiatives aussi, peut-être aussi on parle énormément de manière théorique, conceptuelle, je crois qu'on va venir aussi dans des détails plus concrets pour que voilà, ça fasse sens. Voilà, j'étais également tombé sur cet article où on questionne à l'université de Yale pas mal de comment je vais dire de plaintes sur le fait que voilà, ça prioritisait pas mal de canons occidentaux, patriarcals, blancs, sur d'autres formes d'histoire possibles. Donc c'est quelque chose, je pense, qui se questionne, et je voudrais peut-être demander ici à certains étudiants, peut-être à certains profs, l'expérience qu'ils ont avec ça, ou s'ils essaient de trouver sur quoi ils se basent justement au niveau de l'enseignement qu'ils donnent. Est-ce qu'ils trouvent
trouve justement qu'il y a une forme de savoir patriarcal, occidental, qui domine finalement peut-être le champ qu'ils enseignent. Donc c'est quelque chose qu'on voulait, voilà, avec lequel on voulait interagir avec vous pour que ça soit aussi une discussion. Donc je ne sais pas si quelqu'un a envie peut-être d'interagir ou de partager cela. Ah ok, super. Ouais. Je ne sais pas si je vous tends le micro. Non. On va regarder. Je sais pas où je vais le mettre, je vais le mettre là. Donc voilà, je voulais juste dire que peut-être avant d'être prof, on a été étudiant aussi. Et très clairement, c'est une question qui ne s'est quasi jamais posée. Moi, j'ai eu des cours d'histoire de l'art non européen à l'ERG. J'ai déjà d'abord une de mes profs à l'époque. Et donc, c'est Thomas Lutumboué qui nous donnait cours et qui était quelqu'un de passionnant, mais c'était une découverte totale. Et c'était très compliqué à étudier. Pour un Européen, c'est un folklore et c'est des noms. Voilà, c'est pas évident pour nous de s'acclimater à cette culture-là, mais ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'il existait d'autres choses. Je suis restée un peu sur la fin de choses peut-être plus contemporaines, je vais dire, parce que l'histoire de l'Afrique est hyper vaste, évidemment. Et donc je suis très contente de voir ce genre d'initiative parce que je pense que elles sont difficiles à trouver si on ne nous les offre pas. Donc ici, des affiches comme celle-ci, moi je n'en ai quasi jamais vu. Je connais certaines, certaines, je veux dire, thématiques en tout cas, mais je n'en avais jamais vu. Et donc je suis assez contente de ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça va me faire réfléchir très certainement aussi à mon partage avec les étudiants, à réfléchir à être peut-être aussi plus ouverte et plus encline à avoir d'autres canons et d'autres références surtout en fait, qui n'est pas toujours très accessible, mais justement ça peut être intéressant. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut. Bon, de toute façon, on peut encore. Enfin. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et l'idée, c'est justement aussi un petit peu de partager avec vous tous. Et c'est vrai, en effet, je pense que c'est pas des références faciles à trouver. Et ça demande vraiment un vrai travail de recherche et justement d'aller un petit peu fouiller dans ce qu'on ne nous propose pas, dans ce qui est invisibilisé. Ça pose aussi la question pourquoi ça l'est, parce qu'il y a des structures dominantes et qu'il y a des histoires qui prennent le pas sur d'autres. Et alors, je voulais aussi montrer un exemple de site web assez intéressant. Et qui est basé, voilà, Revision. Donc voilà, moi dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion d'étudier en Afrique du Sud et il y avait qui est un autre contexte de ségrégation, donc ça faut pas l'oublier. Il y a eu l'apartheid, donc vraiment cette rupture et cette division assez dure. Et donc là où il y a pas mal d'artistes noirs sud-africains qui sont, je vais dire, tombés un peu à l'oubli de l'histoire ou de l'histoire de l'art. Je ne sais pas s'il y a une histoire de l'art, en tout cas il y en a plusieurs. Et donc ce site essaie justement d'ouvrir un peu le champ de l'histoire de l'art et d'aller chercher finalement, d'aller faire des recherches et s'informer sur la pratique d'artistes noirs sud-africains et d'en faire aussi une archive et finalement constituer une plateforme et une archive pour que ça soit accessible et que ça reste accessible pour tous. Donc ça, c'est le genre d'initiative aussi qui mérite d'être montrée. Je pense qu'on peut peut-être aussi faire un parallèle avec la bibliothèque. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Il y a une bibliothèque dans une école d'art à Anvers qui s'appelle, l'école d'art, elle s'appelle Sint-Lucas, et il y a un projet dont je suis vraiment super fan, qui a été mené par à la fois des étudiantes, des étudiants et des profs. Pas beaucoup dans l'école, faut le dire. Et récemment, une des profs me disait que ça pourrait être beaucoup plus activé, etc. Mais ça a le mérite d'exister. Et pour moi, c'est vraiment un modèle
en fait, ou un exemple de ce qu'on peut faire de manière assez simple. C'est-à-dire que dans la plupart des écoles d'art, il y a une bibliothèque, ou même pas forcément que dans les écoles d'art. Et en général, on peut suggérer des bouquins à acheter. Et donc là, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Break the Canon, Make the Canon. Donc justement, casser le canon. Le canon, je ne sais pas comment on pourrait... Oui, c'est vrai, peut-être que je pense que ça se dit également en français, mais on va dire les références finalement, ouais, la somme de références du savoir finalement, ça a un lien avec les connaissances et le savoir qui est transmis, et les grosses trames, les références clés qui sont systématiquement véhiculées. Et du coup, là, le projet tout simple, mais qui était quand même en complicité avec la bibliothèque, parce que du coup, ça a pas mal de visibilité. Là, ce que j'ai fait, c'est prendre une photo, désolée pour la qualité de la photo, c'est pas le top, mais de la section dans laquelle on trouve ces livres et la façon dont ils sont mis en avant. Donc, c'est quand même 3 racks de bibliothèque qui présentent des livres avec un petit sticker qui montre qu'ils font partie de cette collection de livres qui tentent disons... alors, on va peut-être parler de la différence entre diversifier, créer de l'inclusion et décoloniser. Là, je pense que la démarche est vraiment de décolonisation par le fait d'amener des ouvrages qui sont en fait qui n'étaient pas là, en fait, tout simplement. C'est ce geste très simple que je vous invite à reproduire dans les établissements dans lesquels vous êtes, parce qu'en fait, finalement, en tant qu'étudiant dans une école d'art, on peut demander à ce que certains livres apparaissent dans la bibliothèque. Après, le fait qu'il y ait une grande banner comme ça, ça se travaille en plus avec les bibliothécaires, mais pourquoi pas? Enfin, je te rends le micro. Ouais. Et voilà des exemples assez parlants justement de comment on peut questionner les canons et l'histoire qu'on nous transmet. Oui, c'est vrai que tu as abordé ça, je le garderai peut-être un peu pour plus tard. On va embrayer, oui, donc voilà, on voit aussi que Jérôme a fait ce travail, au fait, ce travail de recherche. Je ne sais pas si vous avez aussi ce petit feuillet, j'ai mis un petit marque-page, peut-être tu peux le faire tourner également, où on voit qu'il a vraiment été aussi à la rencontre de tous ces différents graphistes qui ont marqué l'époque, qu'il a vraiment fait un vrai travail de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, absolument indispensable dans une approche de création finalement qui se veut décoloniale. Donc voilà, on a cet exemple ici à travers l'exposition. Mais voilà, et donc c'est une première chose. Je ne sais pas si vous avez des exemples, peut-être d'autres initiatives, ou si ça vous évoque éventuellement aussi d'autres approches par rapport au graphisme ou autre. Je ne sais pas si... Ah, voilà. Enfin, c'est vraiment très rapide, mais je crois que c'est le musée de Philadelphie qui a peut-être un an a décidé de revendre une partie de ses collections, notamment d'Andy Warhol. Donc, qui a décidé de revendre une partie des collections portées par des artistes mâles, blancs, et d'utiliser l'argent récupéré pour faire rentrer dans leur collection des œuvres d'artistes de communautés qui étaient avant ça absolument absentes des collections du musée. Et moi, je me souviens avoir été vraiment... C'est pas seulement la démarche, en fait, qui est percutante, c'est aussi les œuvres qui sont rentrées et qui étaient vraiment, vraiment exceptionnelles. Ah bah bon, moi, j'ai vu passer ça sur un site internet. Et alors, bien sûr, on s'arrête sur la démarche, on se dit, ouais, c'est vraiment une démarche consciente, et c'est quand même vraiment...
ambitieux, et c'est quand même radical de vendre plusieurs toiles d'Andy Warhol pour pouvoir faire rentrer dans la collection des choses qui sont beaucoup moins attendues de la part du public, qui vont vraiment demander un travail d'éducation, une médiation. Mais surtout, ce qui m'a complètement arrêté dans cette lecture, c'est la qualité, c'était des peintures principalement, d'artistes dont j'avais absolument jamais entendu parler, mais qui étaient formidables, quoi. Donc oui, il y a aussi une dimension de transmission de quelque chose qui est complètement invisible, mais dont la qualité est juste vraiment exceptionnelle, quoi. Ouais, en effet, ça c'est un bel exemple du musée de Philadelphie, et puis ça pose aussi la question muséale. Ici, c'est vrai qu'on est dans un centre culturel, dans le cadre d'un festival bien précis. Je ne crois pas qu'on va aussi aborder ce chapitre-là, parce que ça mériterait aussi une discussion à part entière, mais justement la position d'institutions et de musées par rapport à leur collection et la façon dont elles l'envisagent. Il y a pas mal de débats autour de ça, autour de la restitution notamment d'œuvres qui ont pu être mal acquises pendant la période coloniale, et donc tout ça sont des questions qui se posent de plus en plus, qui sont de plus en plus pressantes, et qui sont tout à fait légitimes et qui ont mérite d'être posées. Pour continuer justement la discussion ici, il y a aussi quelque chose qui a l'air assez important dans la thématique et dans l'intitulé de l'expo, cette idée aussi de s'affranchir de l'idée qu'on a reçue des artistes noirs ou même des artistes venant d'Afrique ou autres, comme s'il s'agissait en fait d'une seule communauté avec les mêmes formes d'expression, les mêmes revendications, et on oublie finalement que les subjectivités noires sont plurielles et que c'est quelque chose de très important. Et je pense que dans le As de As Not For, on a toute cette dimension-là. Et je voulais vous montrer aussi un extrait vidéo de Stewart Hall, qui est un théoricien culturel, en anglais on dit cultural theorist, je ne sais pas comment vraiment le traduire en français, mais un homme de culture qui fait qui parle notamment de la notion de race, d'ethnicité, et qui brièvement, je clique dessus, super, mentionne quelque chose d'intéressant sur la perception qu'on a des artistes noirs, ou le fait qu'on a une idée assez préconçue de ça, et justement le fait que les artistes noirs aussi doivent naviguer à travers cette représentation que l'on a, ou que les représentations généralisées de leur travail et de ce qu'ils sont. And what I mean by that is that, in a funny way, race itself, if you think that race is a fixed biological characteristic, and that a whole number of other things, cultural qualities, intellectual qualities, emotional and expressive qualities, follow from the fact of being genetically one race or another, if that's your image of race, you think then that the very fact of race can actually guarantee a whole range of things, including, just to name two, whether the works of art produced by a person who biologically belongs to that race is good or not. So, if they're black, it means that they're also very expressive. It also means they'll produce a certain kind of work of art, and it'll be good because it's black. And similarly, a certain kind of politics which defends the race, tries to protect us against discrimination, etc., in which all black people will be figured as people who are holding the correct position. And when you ask what positions do they hold, what you will respond is not the normal political argument. Well, they believe in the following things, which I think are viable and progressive things for black people to aspire for now in order to change their circumstances. You will say, well, they're like that because they think like that, because that's what black people think, and it's right that black people should. So race functions as a kind of guarantee that the work of art will be good because it's black and will be politically progressive because it's black. Now, we actually know that the world does not come out like that. Some of the works are not good, though black, made with the best of positive intention.
Donc voilà, il y a ce petit extrait, je vais essayer de résumer du mieux que je peux et de la façon dont je l'ai compris, mais donc si on pense la race en termes de quelque chose de fixe, de biologique, ça nous amène à penser que les formes d'expression noires sont figées également, elles sont comme ça et elles sont black parce qu'elles sont comme ça, ou elles sont comme ça parce qu'elles sont black, et qu'on a une idée finalement très frigée de forme d'expression de cela, et donc ça c'est aussi très problématique, et je pense qu'il le résume très bien. Je vous invite vraiment à découvrir un peu Stewart Hall et son travail, mais donc il y a de cela aussi, et je pense que c'est quelque chose aussi de très important, de se détacher finalement de cette notion de race comme quelque chose qui est figé et qui donne une certaine forme de signification à quelque chose, mais de se rapprocher de la notion de noir comme quelque chose qui est tout simplement, on en revient à cette expression-là, et qui a le mérite d'être tout simplement, point, sans devoir extrapoler ou sans devoir figer la signification du travail d'artiste noir ou autre, et c'est quelque chose qui est très important, et je pense aussi qui est très présent dans cette expo. Donc voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a éventuellement des questions ou autres, ou si on peut enchaîner. Il ne faut pas hésiter. Vraiment, on voudrait aussi que ça soit dynamique, donc n'hésitez pas. La question qu'on peut se poser aussi ici, dans le champ du graphisme et du design, qu'est-ce que ça signifie finalement d'avoir une approche décoloniale dans le graphisme ou dans le design? Une question aussi qui nous est posée et sur laquelle on a trouvé des bribes de réponse aussi. C'est la suivante. De nouveau en anglais, donc je vais simplement le lire ici. Ça vient tu peux peut-être nous en dire plus sur la source? Donc la raison aussi pour laquelle on a beaucoup de sources en anglais, c'est la raison de faire cette expo, de faire cette discussion et de, en fait, finalement pouvoir la faire en français, c'est qu'il y a beaucoup de documents, pour l'instant, ce qu'il existe sur ces questions, c'est beaucoup en anglais. Et d'ailleurs, le booklet que je suis très heureuse qu'on ait réussi à faire en collaboration avec les Chirou, c'est un booklet qui existait déjà en langue anglaise. Et simplement, ce qu'on a fait, le petit pas, mais qui pour moi est vraiment un gros pas, c'est de le traduire en français. Parce qu'il y a très peu de littérature sur ces questions pour l'instant. Et c'est aussi la raison pour laquelle on vous montre plein de trucs en anglais. C'est pas juste parce que pour le fun. Mais c'est parce que pour l'instant, il manque beaucoup de traduction. Donc déjà, le travail de traduction est un vrai travail qui a un poids de dingue. Pour revenir là-dessus, je vous montre juste... donc, de nouveau, vous pourrez retourner sur cette plateforme, explorer en fait tous les liens qu'on n'aura absolument pas le temps d'explorer en profondeur ici. Ça, c'est un projet qui s'appelle Design Justice Network, qui a élaboré un certain nombre de principes de design, disons, engagés, conscients des responsabilités quelque part des designers envers différentes communautés concernées par les designs qui sont faits. Et là, c'est une série de zines. Cet extrait, cette double page est extraite d'une série de zines qui ont été faites à partir de ces principes et aussi de ce regroupement sous la bannière justice, de la justice dans le design. Merci. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça signifie de décoloniser le design ou cette pratique-là, ou même le graphisme, ici plus en particulier? On a cette phrase qui nous dit que qu'est-ce qui est une bonne forme de design, contrairement à ce qui est une mauvaise qu'on voit ici dans le graphique. Mais donc, design that challenges and supports the transformation of structures and systems that harm and oppress. Donc ça, c'est une première bribe de réponse. Donc, c'est trouver des formes de création dans le design, dans le graphique, qui secouent un peu justement les formes, les formes existantes dans ce champ-là, qui sont hégémoniques, qui sont oppressantes d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on entend par oppressant? Je crois qu'on va y revenir par la suite, et qui est un
design that catalyses the self-transformation of the designer. Donc là, il y a quelque chose aussi de très subjectif et de très personnel. Donc je pense que finalement, peu importe dans quel champ de création on met toujours un peu une part de soi-même, je pense, et il faut que ces formes d'expression qu'on fait ou qu'on défend puisse être quelque chose qui nous permette aussi de s'articuler en tant que personne, en tant que femme, en tant que noire, en tant que voilà, en fonction de l'âge, de la sexualité, du genre, des classes sociales qu'on a. Il faut qu'on puisse s'y retrouver, et peut-être qu'on ne s'y retrouve pas toujours dans ce voilà, dans les formes d'expression dominantes, et donc du coup je pense que c'est des questions qu'il faut pouvoir se poser aussi parfois quand on s'inscrit dans certains projets, quand on a quelque chose à dire, quand on veut explorer quelque chose d'un point de vue créatif, et essayer de voir justement dans quelle mesure ça peut un peu bousculer ce qui existe déjà, et dans quelle mesure on peut aussi se sentir pleinement, on se reconnaît dans ce qu'on fait en tant que personne. Donc il y a vraiment cette notion voilà, d'articulation de soi ou de transformation de soi qui est très importante dans la pratique décoloniale. Et je pense aussi ici on est dans quelque chose qui voilà, qui relate à l'expérience noire, à l'expérience black, et qui se veut voilà, qui se veut comme tel, sans que ça soit criard, mais c'est mis en avant voilà, de manière très personnelle aussi, je pense, de la part du curateur Jérôme Harris. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, même si moi je suis pas de ce champ-là, et on se posait souvent la question. On se dit qu'en tant que voilà, le graphisme, le design de manière plus générale ont un rôle fort à jouer dans ce processus de décolonisation, étant donné que c'est un langage visuel qui est là, qui est omniprésent, et qui est voilà, c'est intéressant aussi de se poser ces questions-là, peut-être, en sachant le pouvoir que finalement, moi je me le suis dit aussi, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai un background plus dans tout ce qui est art visuel, que ce soit la sculpture, la photographie, les performances, où on amène finalement ces questions-là, cet engagement de manière très, pour moi, qui me paraît plus évidente, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose voilà, un champ à ouvrir en se posant ces questions-là dans le domaine du graphisme notamment. Donc voilà, des éléments de réponse par rapport à ce que ça pourrait signifier. Et donc je crois qu'on voulait aussi, ce qui nous paraissait assez important, c'est de partager avec vous certains outils, certaines méthodes, certaines démarches, et puis pas mal d'exemples au niveau, voilà, au niveau créatif qui abordent toutes ces possibilités-là. Peut-être commencer par le jeu de cartes aussi, qui a l'air pas mal. Je vais te donner le micro. Ah oui, peut-être une note aussi. Donc du coup, moi je suis graphiste et dans mes cours, j'ai pas du tout vu ce genre de projet, mais depuis quelques années, je m'intéresse à ces sujets. Et d'abord, c'est la première fois que j'organise quelque chose sur je crois, sur des questions vraiment spécifiquement décoloniales. Je tenais juste à expliquer ou dire que j'ai commencé surtout par écouter, par lire, par me renseigner de moi-même. Donc, ça fait un petit moment que je travaille là-dessus avant d'oser m'exprimer sur ces questions. Ce que je voulais vous partager ici, par exemple, c'est un projet que j'ai découvert très récemment, parce que je continue à apprendre beaucoup tous les jours, qui est mené par un collectif qui est basé à New York. Alors, de nouveau, voilà, je vous présente beaucoup de choses qui se passent à New York. Ça, c'est d'une part de par les limites de mes connaissances, le réseau que je tisse d'une manière ou d'une autre, et aussi de la grande visibilité qui est donnée à certaines zones géographiques. Donc c'est important aussi de mentionner ça. Ça ne veut pas dire que tout se passe à New York ou qu'il n'y a que ce qui se passe à New York qui est intéressant. Ici, en fait, c'est un gros tas de cartes genre carte de tarot, qui propose en fait un certain nombre de pas forcément de thématiques, mais différents types d'outils au sein de ce jeu de cartes. Et donc en fait,
c'est quelque chose qui est fait par des designers graphiques, mais qui pourrait, à mon avis, s'adapter à toute la création artistique, et qui propose une aide ou une manière d'aborder un processus de création artistique ou en design. Et donc, on a différents types de catégories de cartes. Il y a des cartes de questions qui sont vraiment super intéressantes et qui, pour moi, me font prendre conscience qu'il y a différentes manières de stimuler la création. Et c'est des questions que j'ai peu entendues quand j'ai fait mes études en design graphique. Et donc, par exemple... là, j'en ai choisi une ou deux que j'ai mis à l'écran. Comment est-ce que tel problème ou telle question est framée, est présentée en général dans les médias populaires? Donc ça, c'est une première question qui peut être une question intéressante pour se dire « Ah tiens, ok, ça, c'est comment les choses sont représentées de manière habituelle ». Une autre carte, c'est qui sont les experts et les expertes sur ce sujet? Super important, parce qu'on ne peut pas être expert de tout. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne nous dit pas forcément dans nos études de design, parce qu'a priori, en tant que designer, on peut résoudre tous les problèmes du monde, parler de n'importe quel sujet, alors que, voilà, on a quand même une position située, et il y a plein de sujets dont on ne connaît finalement assez peu de choses. Donc ce type de carte question, elle invite aussi à se dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que je fais, étant donné que je ne suis pas experte sur ce sujet ?» Et ça pose plein de questions à partir de là qui sont à la fois de l'ordre des formes qu'on va choisir, mais aussi du processus, du protocole qu'on va mettre en place, avec qui on va travailler en fait. Quelles stratégies ou tactiques ont déjà été essayées dans le passé ou existent déjà dans les communautés concernées par cette question, etc., etc. Et puis on a aussi plein de tactiques, des thématiques qui sont amenées. Et donc voilà, je pense que ça c'est un projet qui me semble super intéressant parce que pour moi il est à la fois, il m'amène à avoir un regard critique sur ma manière d'approcher la création quelque part, et en même temps il me stimule. Enfin voilà, donc c'est vraiment un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, le Design Justice Network. C'est vraiment à chaque fois ces deux choses. J'apprends énormément, je déconstruis certaines choses que j'ai appris à construire à travers mes études et ma vie, et ça stimule aussi des choses au niveau créatif. Super. Donc voilà un premier bel outil qui finalement permet de se poser les questions, de définir un projet, son champ d'action, son champ d'influence, ses revendications. Donc c'est toujours assez intéressant de se poser des questions finalement. Je pense que c'est le mot-clé finalement, et c'est la base de tout processus, je pense, décolonial. C'est vraiment de se poser des questions par rapport à ce qu'on fait, dans quel champ ça s'inscrit, qu'est-ce qu'on veut véhiculer, dans quel système de pensée ça peut exister. Donc je pense que le questionnement est fort essentiel. Je pense qu'il y a aussi le lexique décolonial qui tourne un petit peu. Moi, je voulais peut-être poser la question à tous ceux qui nous écoutent maintenant. Qu'est-ce que ça vous évoque finalement le mot décolonial, ou qu'est-ce que je voulais juste savoir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans lequel on parle beaucoup dans le champ de la création. Je pense que c'est quelque chose aussi qui ne peut être défini par une seule chose. Je crois qu'on y reviendra aussi par rapport à la Belgique en elle-même. Je ne sais pas si on a que des étudiants de Belgique ou des gens peut-être d'ailleurs, de France ou d'ailleurs. Je crois que la question ou la façon dont ça se pose est très différente d'une manière à une autre. Donc je ne sais pas si quelqu'un a envie de peut-être partager ça ou pas nécessairement. Non, moi ça va, on ouvrira peut-être les questions un petit peu après. Et donc voilà, je pense que dans le lexique qui tourne et qui est en train d'être utilisé, on a pas mal de mots, comme tu le disais déjà, ou d'approches qui peuvent nous faire poser des questions par rapport à un processus de création, et qui peuvent finalement nourrir et enrichir le processus de création en lui-même. Et donc voilà, ça c'est déjà
quelque chose. On parlait aussi de faire des recherches comme Jérôme l'a fait à travers les travaux qu'il nous montre dans cette exposition. Mais on parle aussi, et ça je pense qu'on peut mettre la phrase... Ouais, parfait. Voilà, les limites de certaines démarches ou la façon dont c'est fait ou c'est proposé. Et donc, je pense aussi que c'est un peu ce qu'évoque le has et le not faux. Je pense que si on a des démarches qui essaient parfois des démarches de visibilisation ou d'inclusion qui se veulent justement dans l'idée de montrer ce qui a été oublié, mais avec une intention un peu paternaliste, de taper sur l'épaule à regarder le travail d'artistes afro-américains qu'on a été déterrés, etc. Il y a aussi quelque chose d'assez sensible. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi dans cet effort de visibilisation ou d'inclusion qui peut parfois aussi être problématique et renforcer finalement une certaine démarche paternaliste et coloniale. Donc ça dépend un petit peu de la façon dont c'est fait. Je pense ici on a quelque chose de très spontané, très recherché, très honnête, avec un parti pris très clair. Et donc voilà, on a cette quote ici d'une designer graphique qui dit « Diversity is about bringing more people to the table », ce qui est une bonne chose aussi en fonction de la façon dont c'est fait de nouveau. Et « Decolonization is about changing the way we think ». So, il y a vraiment cette notion de questionner la façon dont on pense et que la diversité ou l'inclusion n'est pas une réponse à tout, elle est certainement quelque chose. Et que donc il faut également amener ça plus loin, certainement dans la façon dont on pense et on inscrit toute démarche ou toute initiative. Je peux peut-être donner un exemple par rapport à ça, qui est un exemple qui est pas par rapport à des questions décoloniales pour l'instant, mais j'espère qu'il va y avoir le même type de choses qui va se passer. Donc, par exemple, dans le festival, moi, quand je suis arrivée, j'étais toute nouvelle, donc j'osais peut-être pas encore dire beaucoup de choses. On a fait le programme et il faut savoir aussi que les choses se font parfois très vite. Donc il faut être rapide. Si on veut justement essayer d'amener des choses un peu différentes que celles qui viennent d'office à l'esprit, d'ailleurs j'ai oublié de dire, excusez-moi, on est 5 personnes blanches qui organisent le festival. Donc pour ces personnes, ce qui vient à l'esprit, c'est des designers blancs à 100% des cas quasiment, jusqu'à maintenant, mais bon. Du coup, un truc qui a été une expérience vraiment assez... particulière pour moi, c'était à un moment, donc la première année où je participais au festival, le programme commence à se construire et en fait, il n'y a que des hommes qui sont invités, que des hommes blancs qui sont invités à parler. Et un de mes collègues dit « Ah ouais, et j'ai une amie féministe, on pourrait organiser un lunch pour parler des femmes dans le graphisme. » Et je le regarde et je suis là comme « Mais là, c'est pas possible en fait, on va pas faire un lunch avec des femmes pour parler de féminisme alors qu'on invite que des hommes blancs à donner des conférences. » Et en fait, heureusement, étant dans un tout petit festival, ça permet d'avoir une échelle et de bouger les choses assez rapidement. Mes collègues m'ont tout de suite dit « Ok, ah ouais, on ne s'était pas rendu compte, on se rend compte de notre erreur, et donc on va faire en sorte que non seulement on invite des gens à la table, c'est-à-dire qu'on a pu inviter 3 personnes en plus à donner une conférence spécifiquement parce qu'elles développaient des sujets sur des questions féministes, mais aussi depuis on a une forme, en tout cas mes collègues ont instauré ça, qu'on essaye d'avoir vraiment une parité au niveau des questions de genre. Alors, au niveau des questions de race, c'est pas encore le cas et je pense que ce sera une question vraiment intéressante à développer, mais j'espère que du coup, il y a un processus similaire de prise de conscience en fait et de transformation profonde et même plus profonde que se dire ok il faut une parité etc. C'est que ce type d'exposition, que ce type d'intervention transforme la façon dont on invite tout le monde en fait, pas uniquement de faire un événement. Ça c'est aussi une chose importante, c'est que c'est un premier événement qu'on organise dans le cadre de ce festival, mais j'espère vraiment, et moi en tout cas personnellement je m'y engage, à ce qu'on continue à avoir ce genre de discussion. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et aussi, ah oui, une chose importante avec cet exemple, c'est que
pour mes collègues, ce qu'ils ont fait d'assez chouette, je trouve, c'est de dire on va communiquer sur le fait qu'on a failli organiser un panel qu'avec des mecs, en fait. On va pas essayer de le maquiller et de le passer sous le tapis. Et donc, cette espèce de truc de se dire, bah voilà, en fait, on a pris conscience des mécanismes qui étaient opérants dans notre festival. C'est un peu l'approche avec laquelle on essaye d'avancer. Et moi, c'est une approche qui, à la fois, m'intéresse beaucoup, oui, et que je trouve assez chouette. Bon. C'est bien de mettre ça en parallèle avec l'organisation du festival et la remise en question finalement de la façon dont c'est organisé, ou des schémas qui sont peut-être répétés sans parfois qu'on s'en rende compte finalement, parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré. Je veux dire, certains systèmes de fonctionner, de penser sont vachement ancrés. On a parfois du mal à même s'en rendre compte ou à les déloger. Pour revenir à la question de poser des questions et aux démarches artistiques qui le font. Je pense qu'on a pas mal d'exemples à vous montrer. Donc là, je crois qu'on va un petit peu passer quelques exemples en revue. Et voilà, surtout des exemples, je pense, dans la notion dans le processus décolonial, il y a quelque chose qui est de l'ordre de questionner l'héritage, l'imaginaire, l'inconscient collectif dont on a hérité, notamment à travers les monuments, les noms de rues. C'est quelque chose qui est assez présent en Belgique. Je voudrais aussi, avant qu'on nomme certains exemples, bien dire aussi que bien mettre le point sur le fait que dans un contexte belge, je pense que les questions de décolonisation ne peuvent pas être pensées sans penser au rapport colonial et au rapport congo-belge. On est dans un contexte de ségrégation afro-américain ici, mais les questions se posent fort par rapport à notre passé colonial ici en Belgique qu'on ne peut ne pas aborder. Ici, on avait aussi un bel ouvrage qui a été co-réalisé avec plusieurs intervenants, édité par Beaux-Arts notamment, sur la question de créer en post-colonie. Il y avait cette photo justement de silence qui est assez... cette image qui représentait le silence, et je pense que c'est quelque chose qui doit être fort adressé en Belgique par rapport à toutes ces questions-là et ces processus-là, et qui est absolument nécessaire. Pourquoi silence? Qu'est-ce qu'il couvre? Et c'est là que nos voix sont tout aussi importantes. Je voulais peut-être revenir avec un premier exemple, justement en parlant d'héritage colonial, de tout ce qui est l'héritage collectif, et la statue du roi Léopold qui a été... Voilà, c'est celle-là, dans le cadre d'une publication. Bruxelles en mouvement, on trouvait l'image. C'est dommage qu'on n'a peut-être pas un peu plus en grand. Je vais aussi la faire passer ici. D'abord par rapport à ce qu'elle raconte, et puis d'un point de vue graphique qui est assez intéressante, qui est finalement cette statue du roi Léopold II qui est on voit le piédestal qui est repassé. Bon, je pense que l'image est assez parlante en elle-même, et donc ça c'est une manière graphique très explicite d'approcher le propos et de se questionner par rapport à tout ce qui est autour de nous et qui constitue finalement cet héritage colonial, et qui a été faite par Laura Nsengiwimva, j'espère que je le prononce bien, et qui est quelqu'un d'assez assez intéressante, qui est assez pluridisciplinaire aussi. Et je pense peut-être que je peux te laisser parler un peu de son intervention, Nicolas, notamment. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter sur cette image. Quand vous cliquez sur le lien, vous verrez en fait que c'est un dessin préparatoire en fait d'une statue, d'une installation qui a été présentée à la Biennale Contour à Malines, où il y avait cette grande statue super imposante, comme il y en a 1 milliard à Bruxelles, à la gloire en fait d'un meurtrier, on va le dire comme ça, Léopold.
Léopold, qui du coup a été ici reproduite en glace en fait. Donc ce que vous verrez dans la publication qui tourne et le petit marque-page qui montre un peu plus de dessins, c'est les dessins préparatoires ou en tout cas qui montrent plusieurs phases de cette installation. Donc en effet, avec le socle piédestal qui vous fait en fait toujours regarder cette figure en plus depuis en bas avec ce qui représente très bien en fait ce qu'il était. Une personne qui s'impose sur tout un pays. Cette statue, elle était en glace et au fur et à mesure qu'elle fondait, elle était filmée et diffusée en streaming. Donc moi, j'ai vu la statue en fait comme ça, à l'état de bloc dans un bassin, peut-être heureusement. J'ai vu la bonne phase. Laura, c'est une artiste qui fait aussi un travail... Enfin, je ne connais pas toute son œuvre, je ne suis pas une spécialiste de son travail, mais elle fait une deuxième chose qui me semble vraiment intéressante au niveau des questions de représentation, c'est qu'elle a créé ce personnage qu'elle performe, de Queen Nicolas, pour travailler sur les représentations autour de Saint-Nicolas en Belgique, qui véhicule au niveau de tous, enfin par exemple du personnage de, désolé je vais utiliser des termes en flamand, Zwartepiet, enfin Pierre Fouettard, qui sont extrêmement racistes et qui réimposent des figures coloniales très fortes et très ancrées et un peu insidieusement en plus ancrées dans des souvenirs positifs des petits, enfin pour une certaine partie des gens. Et donc, elle propose une figure alternative en fait à ce folklore en fait local douloureux pour beaucoup de personnes et qui nous concerne tous. On ne va pas s'étendre énormément sur chaque projet, ce qui est un peu dommage parce que idéalement, il faudrait pouvoir parler pendant des heures de chaque projet, mais on voulait montrer des initiatives locales qui abordent certaines choses très spécifiques au contexte belge, mais aussi des choses qui sont plus à l'international. Un mix. Voilà, exactement. Et je pense en effet que la question ici en Belgique est encore assez naissante. J'ai l'impression que on commence tout doucement à en parler et c'est quelque chose de très bien. Et donc voilà, on a essayé de trouver des exemples qui trouvaient racine dans le contexte belge, mais également ailleurs. Je pense qu'on peut passer à Hélène Gallagher aussi, que je trouvais assez intéressante d'un point de vue graphique, qui est une artiste afro-américaine également, qui a fait une chouette exposition au Wills il y a un petit temps de cela, une artiste assez confirmée et renommée, et ici elle s'amuse finalement à reprendre, et ça d'un point de vue graphique c'est assez intéressant, des pages de magazines black, magazines afro, où on a des représentations voilà, par rapport à des produits de cosmétiques ou à autres, qui sont aussi des représentations assez figées, assez stéréotypiques, assez stéréotypées. Et donc elle s'amuse finalement à se réapproprier ça en mettant pas mal de, par exemple, de yeux blancs sur les personnages, en les grimant de plein de façons différentes pour justement abandonner les grilles de lecture qu'on peut avoir sur la communauté afro-américaine. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ce sont voilà, pas mal de caricatures et l'idée de se jouer des stéréotypes, ça je pense que c'est une méthode qui est assez aussi intéressante au niveau graphique, au niveau des réinterprétations, voilà, la caricature ou s'amuser de pas mal de choses ou se réapproprier certains personnages dans le cadre de Queen Nicolas, qui sont des méthodes au fait dans lesquelles on questionne pas mal. Et donc voilà, elle a aussi un travail super intéressant, Hélène Gallagher, ça vaut la peine aussi de se renseigner aussi, où elle fait pas mal avec au niveau de la matière notamment, elle a pas mal de travaux et où elle superpose pas mal de matières différentes, dont le caoutchouc, qui fait aussi écho à toute l'exploitation qu'il y a eu notamment au début de la colonisation au Congo. Ça me fait repenser à un autre projet qui est en cours actuellement
et d'un point de vue graphique qui est aussi assez intéressant et qui pose justement toute la question d'exploitation, l'extraction minière au Congo et le fait que finalement toute cette extraction-là fait fonctionner la société d'en haut, la société occidentale, mais que de l'autre côté, il y a énormément de déshumanisation, d'exploitation et de choses dont on ne parle pas. Et il y a un collectif, au fait c'est un groupe de collectifs, d'artistes, chercheurs, vidéastes, notamment belges. Je pense ici à Marten van den Eyde, il y a notamment Georges Senga aussi, Sami Balogi, qui sont des artistes qui travaillent entre le Congo et la Belgique et qui ont fait un projet sur une découverte d'un gisement de lithium dans le Manono au Congo. Donc le lithium, c'est le minerai dont on a besoin pour faire des batteries. Et à un moment où on est en train de parler de l'énergie verte, la transition verte, on glorifie tout ça, mais on ne se rend pas compte que ça va coûter énormément d'extraction et qu'on est toujours dans un schéma finalement d'exploitation, d'extraction, donc une dynamique finalement mondiale et coloniale. Et donc ici, graphiquement, ce qui était assez bien, c'est qu'on le voit, je pense, à travers le temps. On voit notamment ici l'exploitation de l'ivoire. Ici, il y a eu l'uranium. On retrouve notamment ici le diamant. Il y a le coltan, je pense, si je ne me trompe pas, l'or et toutes finalement des minerais qui sont finalement un des fondements, je pense, de la dynamique coloniale mondiale à beaucoup de niveaux. Et donc voilà, cette exposition-là, par une approche de recherche, de documentation, et puis ici graphique, c'était pour ça que c'était intéressant d'amener cet exemple-là. Voilà, se veut questionner tout ça et qui est voilà un bel exemple aussi de ce qui peut être une approche décoloniale. Est-ce que ça dépend nécessairement du sujet qu'on apporte? C'est aussi la question que je me posais. Est-ce que finalement, pour être au niveau de la création de ce qu'on fait, on doit aborder ce genre de thématique? Ici, c'est un cas très parlant, très probant, et que voilà, on voulait mettre en avant. Mais je pense que c'est pas qu'une question finalement de sujet. C'est une question aussi de la façon dont se situe son travail par rapport à tout un tas de thématiques et de champs. Peut-être qu'on peut faire un lien aussi ici avec l'expo et avec un autre exemple qu'on a préparé là. C'est tout le travail de, alors je vais le dire à l'américaine, ça va faire très genre, W.E.B. Du Bois, Web du Bois, si vous voulez voir, il y a un de ses livres, il y a une édition qui est parue récemment en fait, enfin je crois que l'édition anglaise est aussi assez récente, et une édition en français qui vient d'être traduite sur son travail. Donc, oui, en fait, là, je vais quitter le diaporama. Ah non, je vais peut-être montrer cette image-là. Donc, c'est un travail qui a été redécouvert, en fait, assez récemment. Et donc qui a une certaine visibilité, qui est présentée dans l'expo de Jérôme parce que en fait c'est incroyable ce travail. Je ne sais pas si je refais un peu l'historique, donc je ne sais pas si j'ose comme ça avec le micro et tout ça, mais du coup W.E.B. Du Bois, c'était parmi les premières disons générations d'Afro-Américains qui ont obtenu des postes à l'université et qui avaient du coup un certain nombre aussi de moyens à leur disposition pour produire ce type de travaux. Ce qui est vraiment incroyable avec ce projet, c'est qu'en fait, il a été créé et montré à l'exposition... merde, je me trompe toujours. Exposition universelle de Paris en 1900. Un collègue de W.E.B. Du Bois était chargé de réaliser une exposition dans le cadre de cette exposition universelle. Il a demandé au gouvernement si c'était possible de faire quelque chose qui concernait particulièrement le public afro-américain. Et en ayant une réponse positive par rapport à ça, ils ont pu créer tout un dispositif qu'on voit dans le livre. Il y a toute une documentation vraiment absolument passionnante. D'ailleurs,
D'ailleurs, le livre est en vente au FIG, à la librairie du FIG, comme ça, j'ai pas oublié de le dire, si jamais vous le voulez. Sur vraiment la généalogie de ce projet. C'est donc un des premiers projets de recherche qui mettait en avant tous les progrès, toute la dimension, tout ce qui est, comment on pourrait dire ça désolée, je perds un peu mes mots. Les avancées ou le progrès ou comment je vais dire, ouais, ça rendait une information par rapport à la communauté afro-américaine au début du XXe siècle, une information qui peut-être à cette époque-là n'intéressait vraiment, je vais dire, personne. D'ailleurs, moi, je suis toujours étonné que ça fait partie de l'Expo universelle, sachant qu'à Bruxelles, des années plus tard, on exposait, on faisait encore des os humains, et ici, on a quelque chose qui est complètement inversé. Et le fait que c'est pu trouver place dans une Expo universelle, c'est assez fort et assez fou. Et puis voilà, qui remettait finalement en perspective comment je vais dire, le lifestyle, que ça soit d'un point de vue revenu social, de plein de choses, de toute une communauté afro-américaine. Donc une image très empowering et surtout faite par un Afro-Américain. Donc c'est un projet de dingue et quand même très précurseur. Ou en tout cas très voilà. Et puis au niveau graphique, évidemment, incroyable au niveau des inventivités dont on voit quelques formes ici parmi tant d'autres, notamment celle-ci que tu regardes, Lucille. Enfin bon, bref, on pourrait s'arrêter sur chaque image. Et en même temps, je disais les moyens, une des premières générations qui a eu les moyens, en même temps, W.E.B. Du Bois, il a dû voyager il n'avait pas assez d'argent pour payer ou on lui a pas donné assez d'argent pour payer son voyage pour venir voir l'expo universelle. Donc il a dû s'arranger pour passer dans un bateau, mais pas en mode forcément sur des sièges comme les autres. Donc, pour pouvoir venir voir cette expo qu'il avait créée pourtant. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de vraiment important par rapport à ça. C'est toujours cette espèce de nuance entre visibilité et en même temps contexte qui reste complexe et qui le reste encore aujourd'hui, 100 ans après ? Plus de 100 ans. Plus de 100 ans après. Et alors, juste, même si là, on va bientôt devoir s'arrêter, je voulais juste montrer, par rapport à la question de visualisation de données, c'est un champ assez important, c'est-à-dire qu'il a été encore assez peu questionné, puis maintenant ça commence à venir, c'est-à-dire que la visualisation de données, c'est vraiment quelque chose qui est souvent présenté de manière relativement neutre, c'est-à-dire on montre des données, c'est la réalité, et en fait c'est très manipulable et c'est toujours fait d'un point de vue très spécifique, et donc ça c'est un champ aussi qui est complètement, qui est en train d'être questionné par plusieurs personnes qui le pratiquent et qui pourraient bénéficier de nouvelles contributions, on va le dire comme ça, parce que les choses ne sont jamais... de toute façon, c'est un travail qui va rester constant. Dans 50 ans, on va se rendre compte d'autres choses et donc on va pouvoir de nouveau re-questionner avec plusieurs types d'outils, notamment des outils graphiques, ces questions-là. Et une personne qui contribue justement à ça, c'est une graphiste qui s'appelle Mona Chalabi, qui fait des visualisations de données dans un style un peu différent de celui de W.E.B. Du Bois, même si elle se revendique dans une espèce de filiation par rapport à son travail. Mais je trouve que dans son travail, il y a justement un autre type de représentation de données qui fait moins neutre et qui du coup par cette dimension-là, parce que c'est assez dessiné, c'est assez instinctif et ça nous fait nous rendre compte de comment ce genre de schémas, d'images, de représentations sont construites. Donc je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui lance une graine pour ce qui va venir par la suite en termes de re-questionnement aussi ou de nouvelles créations dans le champ de la visualisation de données.
Ouais. Ben oui, c'est vrai, je regarde le temps aussi. Je crois que je me veux un peu gardien du temps. Il nous reste une petite minute. On avait d'autres exemples à vous montrer, notamment par rapport à des interventions qui peuvent se faire sur monuments. Je montre quelques images aussi. En quelques mots, ici, c'est une statue qui se trouve à Grahamstown, en Afrique du Sud, qui s'appelle The Settlers Monument. Donc c'est vraiment un monument, si vous voulez, qui glorifie un peu l'invasion des colons britanniques à l'époque, où on voit un homme qui tient une Bible, sa femme et l'enfant en bas. Et ici on a une intervention de Viwe Madinda très intéressante, où elle joue aussi un personnage, son alter ego. De nouveau cette idée de self-articulation ou de subjectivité personnelle dans les formes de création artistique en tant que femme, Xhosa, noire en Afrique du Sud, et l'intervention sur le monument même qui est assez intéressante aussi, qui se veut imposante par rapport à cette statue et tout ce qu'elle véhicule en termes de dominance blanche, patriarcale, avec aussi toute cette idée missionnaire et autres. Elle en revient notamment à son propre héritage, donc ça, spirituel. Elle m'en a beaucoup parlé, mais ça vaudrait aussi la peine de discuter de ça. Mais donc voilà, je crois qu'on va, je sais pas si, ah oui, peut-être un dernier exemple. Et puis je voudrais aussi peut-être vous donner la parole, parce que c'est des choses, si vous avez des questions, si vous voulez participer ou commenter ou étendre un petit peu le débat, on reste là. Je voulais juste, c'est quelque chose qu'on utilise en fait pour le site. Ici, une des typos la typo qu'on utilise pour quasiment tout le site. D'ailleurs, si vous cliquez sur le coin en bas à droite, je vous donnerai l'URL du site. Vous avez en fait plus de ressources qu'on va encore augmenter. Et puis vous avez un petit explicatif sur le contexte d'élaboration de cet outil. Ça, c'est un projet que je trouve vraiment super inspirant. C'est-à-dire que c'est une fonderie. Et c'est très graphisme. Donc je me disais que c'était un bon exemple. C'est un designer afro-américain qui crée de la typographie des formes de lettres pour les personnes qui ne sont... je l'ai vraiment super bien expliqué, mais bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Oups, désolée pour les graphistes et les typographes dans la salle plus particulièrement. En se basant sur des documents provenant de mouvements sociaux aux États-Unis principalement, de justice sociale, de communautés afro-américaines, mais pas uniquement. Donc on a aussi des combats de femmes d'origine latino, chicano, etc. Et donc ça, pour moi, c'est un projet qui est vraiment très parlant, parce qu'en fait, tous les détails de nos outils de création sont influencés par un contexte et par des formes, et ils les véhiculent sans cesse. Et donc le fait... Et alors par exemple pour la typographie, nommez-moi ne serait-ce qu'un ou une graphiste de couleur. Je ne sais pas si on peut le faire, je regarde mes amis graphistes, voilà. Pas facile. Et donc là, on a un exemple. Donc je vous invite à acheter toutes les fontes sur son site. Il y en a une qui est disponible gratuitement. Bon, après, forcément, c'est un peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'on peut alors se demander, mais du coup, pour quel projet? Et donc, c'est là que ça va commencer en fait à transformer, j'imagine, complètement notre pratique. Mais je tenais à montrer cet exemple aussi parce que son site, si vous n'achetez pas toutes les fontes, je vous encourage à aller voir sur son site. Tout est super bien documenté, donc on apprend non seulement sur les formes typographiques qui sont développées, mais aussi sur les mouvements dont ces formes sont tirées. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un exemple super inspirant dans un champ qui manque encore assez cruellement d'exemples. Mais ça va venir, du coup. C'est Trailseals et c'est vocaltype.co. Vocal comme aussi, ça parle. Justement, aussi pour lutter contre le silence.
Ben voilà, je crois que notre discussion touche un peu à sa fin. Voilà, on a essayé de, voilà, de couvrir un petit peu ça et de mettre ça en lien avec, avec certaines pratiques, sachant que c'est une discussion qui doit encore avoir lieu encore et encore et encore. Je pense que c'est des questions qui doivent se poser. J'espère que vous vous êtes senti aussi à l'aise par rapport à tout ça, personnellement. Et voilà, et je voudrais aussi ouvrir le champ. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez envie de développer sur l'une ou l'autre chose. Ah oui, le micro, c'est à la fois pour enregistrer, mais aussi pour dire je peux faire un commentaire hors micro. Juste pour préciser. Je sais pas ce qu'on va. Je sais pas si ça sera très clair non plus. Donc, Mais c'est cool d'avoir Ok, moi je trouve que l'initiative est vraiment super, super intéressante et super complète. Juste, j'ai pensé à un petit truc dans la globalité de vouloir décolonialiser et de vouloir mettre en avant une minorité. Il y a aussi des tas de sous-catégories qui sont intéressantes à observer pour pouvoir les lier avec les autres j'ai pas envie de dire combats, mais les autres réflexions actuelles, parce qu'au sein même de la communauté afro-américaine, il n'y a forcément aucune dépiction des lesbiennes ou des trans ou des handicapés. En fait, il y a des tas d'informations qu'on ne sait pas internes qui correspondent aussi à toutes les autres sociétés. Et je trouve que ça serait intéressant au niveau du festival de graphisme, non seulement de s'intéresser à ces minorités-là, mais à ce qui lie les minorités et un truc plus global. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est juste que je me dis, à l'avenir, ça me ferait plaisir aussi de voir, parce que je n'ai aucune connaissance d'un graphiste handicapé, par exemple. Je n'ai même aucune idée. Je peux me faire une idée qui est clairement un cliché de ce que pourrait ressembler l'expression graphique d'une communauté trans ou homosexuelle. Mais si on prend handicapé, c'est le vide complet dans ma tête, quoi. Pour rebondir ce que tu viens de dire sur le tout à la fois, et pourquoi pas, et comme tu dis ici, l'accent était sur la race ou l'ethnicité, mais non, comme tu dis, une forme d'expression d'un transgenre handicapé et noir. Qu'est-ce que ça peut donner ou peu importe. Enfin, je dis ça parce que c'est ce qu'on appelle, voilà, ce qui est intersectionnel, et finalement que voilà, qui est un mot peut-être qui n'est pas familier à tout le monde, mais qui recoupe plusieurs expériences. Et en effet, c'est vrai qu'ici, on est dans un contexte d'exposition qui prenait la dimension afro-noire de plein pied. Mais c'est vrai que tu poses une bonne question, et je pense qu'on doit étendre ça à d'autres bagages d'expérience, qu'elles aient lien, voilà, qu'elles sont en lien avec l'âge, la sexualité, la classe sociale, l'état mental, plein de choses. Et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, constamment prendre en compte, de quelle, voilà, la position à partir de laquelle on parle, et savoir qu'il y a des luttes qui sont communes, peut-être, si je peux résumer ça comme ça. Par rapport au... Ah oui, en fait, on n'a pas encore mis les vidéos en ligne
parce que on fait le festival quand même avec 3 bouts de ficelle et beaucoup de sueur. Il y a eu, donc justement dans cette édition où on a eu ces questions féministes qui sont sorties, il y a eu une conférence d'Hélène Maurier sur des questions trans. Alors, c'était de nouveau sur cette ligne trans et donc peut-être pas forcément avec toutes ces dimensions potentiellement intersectionnellement infinies en fait, parce que finalement à plusieurs endroits beaucoup de croisements peuvent s'opérer, mais du coup oui c'est clairement enfin en tout cas de nouveau, je parle de moi. Il faut qu'on continue en fait à explorer plein de différentes manières de s'exprimer, de plein de différents points de vue. Donc, moi, j'essaye d'être le plus alerte possible. Je sais pas combien de temps je vais rester dans la programmation du festival, mais n'hésitez pas aussi à m'envoyer des choses, parce que forcément, moi, mon savoir, il est super partiel. Et je pense ou à créer des initiatives, je crois que c'est une discussion en effet qu'il faut vraiment qu'on continue d'avoir et créer un réseau aussi. Donc ça c'est important si vous voulez qu'on reste en contact. D'ailleurs, j'en profite. En fait, j'ai pas un outil spécifique à vous proposer, mais simplement filez-nous vos emails. Et ça, c'est super important aussi parce que, comme je vous le disais, parfois on doit prendre des décisions rapides. Et moi, j'essaye beaucoup de travailler là-dessus, sur les questions de réseau. Vous êtes des étudiants et des étudiantes qui vont, ou des professionnels, ou peu importe. Vous allez continuer à travailler et j'espère qu'on continue à discuter, voire à travailler ensemble. C'était le petit moment. Voilà, je crois qu'on peut terminer sur cette note-là. Merci pour votre attention. Et voilà, je crois que c'était pour moi aussi personnellement agréable de participer à ça. Continuer à questionner les silences, en effet. Je pense que Manu parlait de quelque chose aussi qui est une sorte de violence systémique qui est là, qu'on voit peut-être pas, que les personnes racisées ou autres peuvent ressentir, mais que la Belgique a tendance à pas mal nier aussi, qu'il y a des anomalies. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment questionner.